Du coup, on va se partager le micro. Là, seul le mien, du coup, ici pour nous trois. Et voilà. Et comme tu as le micro, Sylvie, je te laisse te présenter et présenter l'association. Ok. Bonjour, je suis donc Sylvie Leroux de l'association Chance Égale. Chance Égale est une association qui existe depuis 2001 sur le territoire réunionnais et qui travaille sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Donc les missions sont en grande partie des sensibilisations au milieu scolaire du CED jusqu'à l'université, beaucoup aussi dans le monde de l'insertion et le monde professionnel. On travaille également sur l'égalité professionnelle avec les partenaires sociaux, donc entreprises, syndicats, et également avec la partie privée, la partie fonction publique. Et on travaille également sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans le monde du travail. Merci Sylvie, je te laisse passer le micro. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Benjamin, je suis un jeune de la mission locale. Et aujourd'hui, voilà, j'ai été invité à participer à cet événement finalement AKS. Et donc voilà, en parallèle, je travaille dans un lycée professionnel qui aussi, je crois, participe en live à cet événement. Donc voilà, je serais ravi de participer, voilà, proposer des questions, peut-être en discuter et apprendre davantage finalement sur différentes thématiques. Voilà, merci. Bonjour, alors merci de nous recevoir, de me recevoir. Donc moi je suis Aurélia Guillaume, je suis la déléguée de la Fondation Le Refuge. On se situe sur Saint-Denis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est en fait une association qui aide les jeunes qui sont victimes d'homophobie. Alors on accueille les jeunes principalement de 18 à 25 ans, mais après on répond à toutes les personnes qui sont victimes d'homophobie parce que voilà, il peut y avoir des questionnements. Notre fondation, elle fait donc l'accueil des jeunes, donc au local de Saint-Denis, mais aussi l'hébergement pour les jeunes qui n'ont plus de possibilité d'être logés au sein du cocon familial ou alors qui se retrouvent à la rue pour, toujours pareil, hein, en lien avec leur orientation sexuelle. Voilà, merci. Merci Aurélia, je passe le micro à Mike. Alors, bonjour tout le monde, je me présente. Je suis Grondin Mike, animateur du comité jeune de Saint-Joseph à la mission locale. Et aujourd'hui, je suis présent pour cet événement AKS avec les partenaires et les jeunes. Et je suis content d'être là et je suis prêt à vous poser des questions. Alors, je n'ai pas changé, hein, c'est toujours moi. Alors, c'est Sandra Calto du planning familial. Effectivement, au planning, on lutte aussi contre le sexisme et les discriminations. Voilà. Et je dirais, on fait aussi des ateliers collectifs, de l'individuel, de l'entretien. On est basé sur Saint-Louis, d'accord, dans le quartier de la Chapelle. Voilà, je pense que c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure en me présentant. Donc merci à vous toutes et tous pour ce plateau. Pour commencer, est-ce que vous auriez envie déjà de dire pour vous, c'est quoi les discriminations? C'est quoi le sexisme? C'est quoi tout ça? De quoi on parle en fait quand on dit tout ça? Qui veut bien se lancer? Alors le sexisme, c'est tout simplement des discriminations par rapport à l'appartenance à un sexe. Voilà. Et après le harcèlement sexuel, c'est plutôt subir des propos ou des comportements basés en effet sur des éléments humiliants, dégradants à caractère sexuel. Et ça peut être aussi, donc ça crée on va dire un environnement intimidant et voire en effet ça porte atteinte à la dignité de la personne. Donc voilà en fait pour dissocier le sexisme du harcèlement sexuel. Aurélia, si tu veux compléter sur les discriminations? Oui, alors oui et non. Enfin, je parlais de ce que je connais. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé qu'on s'occupait donc des jeunes qui étaient victimes d'homophobie, mais il n'y a pas que l'homophobie, il y a aussi la transphobie. Et maintenant on appelle ça, semblerait-il, la LGBT-phobie. Voilà. Donc après, effectivement, moi je parle plus de discrimination. Parce que le terme homophobie, je l'aime pas trop, je le trouve dur parce que les parents que je peux accompagner quelquefois ont peur de ce qu'ils connaissent pas, donc de la sexualité de leurs jeunes. Et alors oui, on pourrait dire qu'ils sont homophobes, sauf que ça les catégorise
alors qu'ils ont vraiment une peur qu'ils essaient de soigner. Je vais utiliser le terme soigner, qu'ils essaient de soigner et quelquefois, ils se renferment autant que les jeunes qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'ils ont honte. Ils ont honte d'être homophobes. Donc, vraiment, le terme, je ne vais pas dire que c'est de la discrimination dans ce cas-là, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'amour pour leurs jeunes, même s'ils ont beaucoup de mal à les comprendre, et que, on sait tous, avec nos adolescents, quelquefois jusqu'à 30 ans, on peut être en conflit parce qu'il y a le conflit génération, parce qu'il y a le conflit père-enfant, mère-enfant, grands-parents aussi. Enfin, c'est plus complexe que ça. Et moi, les jeunes que j'accompagne là actuellement ne sont pas forcément victimes de discrimination de part de leur famille, pas tous, tout du moins. C'est plus la discrimination du public, de la population en général. Voilà, mais la société, exactement, de la société, la discrimination de la société. Voilà. Moi, j'ai envie de rajouter un petit truc par rapport le sexisme là qui vient à moi à la tête. Est-ce que parce que moi j'ai une vulve et que moi j'ai une femme, que je ne gagne pas faire le sport dans le parcours de santé comme tous les hommes que les là? Et ça, moi, les contre ça. Parce que quand moi, ça va chaque instant, me regarde derrière, moi la peur. Moi la peur pourquoi? Parce que la société là nous impacte en moi. Parce que moi j'ai une vulve et moi j'ai une femme. Et que moi j'ai une femme, que je peux être agressée, que je peux être n'importe quoi, là, dans le parcours de santé. Et moi, je ne suis pas à l'aise, là, comme les autres bonhommes, là, en train de faire d'autres sports. D'accord? Mais pour expliquer un petit peu par rapport au sexisme, que, tout ça, là, il y en a plein, là, m'a donné un petit exemple. D'accord? Allez voir toutes les tâches que les femmes y font. Et qui dit qu'il faut que c'est nous, il fait ça. Pourquoi pas aussi le bonhomme? Encore Dieu merci, maintenant, un peu partagé. Nous trouvons des hommes qui participent. Mais simplement, un bon peu, c'est la femme qui porte tout ça à son dos. D'accord? Ce que moi, je résume un petit peu en créole, que je vois. Avant de prendre les questions et de laisser parler Mike et Benjamin sur le sujet, voilà, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, le sexisme et les discriminations en général, c'est avoir un comportement inadapté, ou en tout cas inégalitaire, inapproprié, parce qu'on n'a pas le bon sexe, ou parce qu'on n'a pas la bonne orientation sexuelle. C'est vivre un traitement différent parce qu'on est une femme, ou parce qu'on est un homme, ou parce qu'on a une orientation sexuelle qui ne plaît pas. Donc, on parlait effectivement des LGBTQIA+, donc pour définir un petit peu, parce qu'on a mis ce terme-là, donc lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe et allié, et plus, et tous les autres, qu'on aurait oublié, tous les autres, toutes, et aussi toutes, c'est important de remettre aussi le féminin, parce que quand on parle de sexisme, c'est ça. C'est aussi de penser qu'il y a une autre partie de la population, l'autre partie de la moitié de la population n'est pas un homme, mais bien une femme. Et donc de pouvoir les inclure dans tous nos discours, écrits, oraux, et surtout d'y penser. Voilà. On va prendre les questions et après on vous fait réagir. Alors nous allons commencer par une question d'Audrey, qui voudrait savoir... est-ce que refuser de sortir avec une personne parce qu'elle est trans, c'est être transphobe? Alors, je ne sais pas si le mot transphobe, c'est être transphobe. C'est être transphobe, oui. Enfin, en fait, ça dépend pourquoi est-ce qu'on refuse de sortir avec une personne. C'est peut-être juste parce que la personne ne nous plaît pas. Donc, il faudrait creuser un petit peu sur le pourquoi du comment. Après, est-ce que si je refuse de sortir avec une personne de couleur, c'est parce que je suis raciste? Non, pas forcément. Ça peut être juste parce que la personne ne me plaît pas. Donc, je vais répondre non, juste parce que j'ai pas la fin de l'histoire, ou le début, tout du moins. Audrey nous suit actuellement. Je pense qu'elle va apporter des précisions. Nous l'interrogeons. Ça va être mieux. Mais après, c'est facile. Enfin, après, on est toujours dans
dans une catégorisation des personnes, et c'est facile de dire ah bah tu veux pas parce que tu me trouves pas belle, parce que tu me trouves pas trop grosse, parce que tu me trouves trop mec, parce que tu me trouves trop grande, trop. Donc est-ce que ça peut être ça aussi? Je sais pas, les gens se défendent comme ils peuvent du fait que l'autre le rejette. Hein. C'est mon avis, peut-être que je sais pas, les garçons, ça vous arrive vous Après, c'est vrai, effectivement, bon, ben, parfois, quand on n'est pas forcément attiré par quelqu'un, ben, on a le droit de choisir. Donc, pour moi, c'est non. Si, je pense pas que c'est de la comme vous disiez, phobie. Transphobie, ouais. Voilà. Alors, je sais pas si Audrey a dit autre chose. Autre remarque d'Audrey qui nous dit qu'en fait, c'est surtout une question d'adaptation et d'ouverture d'esprit et de tolérance selon elle. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tolérance, c'est le plus important, je pense. Autre question? Non. Benjamin, est-ce que tu souhaites réagir sur tout ce qu'on a dit? Eh bien, oui, effectivement, c'est une question assez intéressante. Et effectivement, des fois, on a peur aussi d'aller vers une personne parce qu'on croit qu'elle va nous rejeter et du coup, elle va penser tout et n'importe quoi. Alors que pas du tout, en fait. Si, comme Audrey a dit, on est suffisamment ouvert d'esprit et on veut justement connaître la personne, c'est une bonne démarche, effectivement. Mais si la personne n'est pas intéressée, on peut parfaitement comprendre et justement n'est pas jugé à partir de là. Donc voilà, si on est suffisamment ouvert d'esprit, on peut aller vers justement et découvrir un petit peu, discuter avec elle ou lui, ça dépend. Et en fonction de ça, voir si cette personne nous intéresse ou pas, tout simplement. Donc voilà, ça dépend effectivement du contexte, comme vous avez dit. Voilà, merci. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Alors oui, effectivement. Alors ma question, c'était comment le sexisme est vu au travail? Alors le sexisme est subi au travail, ça je peux le dire. En gros, il y a eu une enquête qui a été faite par un organisme européen qui lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel au travail. Et en France, en fait, ils ont déterminé que 55% de femmes, parce que ça touche majoritairement les femmes, même si les hommes peuvent aussi être subir en fait du harcèlement sexuel, et souvent d'ailleurs compte tenu de leur orientation sexuelle. Et 55% des femmes en fait déclarent avoir été au moins une fois, sinon plusieurs fois, avoir subi des situations en fait de sexisme et de harcèlement sexuel. Et c'est très 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 compliqué à gérer parce que les femmes essaient d'intérioriser, les femmes essaient de se dire, voire même en fait elles ne pensent pas être victimes, elles pensent en fait que c'est normal. En fait, c'est rentrer un peu dans la normalité. Donc ça porte atteinte, comme je le disais tout à l'heure, à leur dignité. Ça les dérange parce que, par exemple, passer à côté de la machine à café, quand on entend des blagues sexistes ou des choses comme ça, qui font qu'on se sent concerné, eh bien, c'est compliqué et on peut difficilement, ou elles n'osent pas aller voir les personnes en leur disant « Écoutez, maintenant, c'est bon, quoi. Moi, ça me met dans une situation intimidante, ça me met mal à l'aise, donc il faut que ça s'arrête. » Et ça, en fait, c'est vrai que les femmes n'osent pas le faire. Et elles subissent ça donc, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Et ça finit même parfois, pour certaines, à créer donc, un mal-être, ce qui fait que très souvent, elles démissionnent. Et ça, c'est le gros problème que l'on a, c'est d'arriver à sensibiliser les femmes en leur disant « le sexisme, c'est pas normal, les blagues sexistes, c'est pas normal, on ne doit pas les accepter. » Parce que sinon, en fait, elles retournent ça contre elles en se disant « ouais, on va dire que bon, j'ai pas d'humour, on va dire que je suis pas libre d'esprit, etc. » Et donc, en fait, elles vont faire en sorte de courber les chines, de courber le dos. Et en fait, ça se retourne systématiquement contre elles. Donc, le sexisme. Alors oui, ça peut être en effet justement des blagues sexistes. Alors, ça peut être des blagues sur les blondes, comme on l'entend souvent dire, ou ça peut être tout simplement parler aussi d'une collègue. En fait, entendre parler d'une collègue en disant oui, bon, de toute façon, elle n'est pas à la hauteur, elle est trop émotive, donc elle perd ses moyens, au moins à la moindre difficulté. Et puis en fait, ça y est, en étant une femme, on intériorise ça. On se dit ok, c'est vrai que je suis une femme, donc je suis plus émotive, donc je peux peut-être pas en fait avoir des
des postes à responsabilité, parce que je ne vais pas savoir gérer des situations difficiles. Donc ça va finir aussi par être intériorisé, et elles vont se l'approprier, donc ce qui fait ça va leur couper les moyens. Et en fait, c'est des situations comme ça, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut vraiment arriver à passer le message auprès des femmes en leur disant le sexisme au travail, ça n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et au premier dérapage, il faut en fait en faire part, en parler à quelqu'un, et puis en fait demander à ce qu'un supérieur ou quelqu'un qui est au poste de responsable agisse dans l'entreprise. Moi, je pense à l'exemple que lorsque la femme elle exprime sa colère, quoi, ils mettent derrière elle, elle a ses règles, elle est mal lunée. Mais par contre, le monsieur qui exprime sa colère, waouh, il est en train de montrer qu'il est en colère. Mais par contre, la femme va venir mettre, là, elle est mal lunée, là, elle a ses règles. Il y a aussi des représentations autour. Moi, je voulais déjà poser une question. Je vais faire en deux fois. Je voulais poser une question. Je voulais savoir, est-ce que il me semble que maintenant c'est vraiment beaucoup plus contrôlé au niveau du travail. Tout du moins, moi j'étais dans une entreprise où on avait un syndicat qui était très 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 réactif, et ça allait ça allait très vite pour que ça stoppe vraiment. Alors c'était un milieu d'hommes. Donc en gros, c'était catégorisé, les femmes dans les bureaux, les hommes sur le terrain, et donc c'est ce qu'on voit assez souvent. Et c'est vrai qu'ils ont essayé, donc c'est une entreprise de travail social, donc ils ont essayé de mixer le fait que les populations d'origine différente soient mis à des postes différents, mais aussi que les femmes et les hommes soient mis à des postes différents de ce qu'on retrouve d'habitude. Et je trouvais ça génial, et c'est vrai qu'ils avaient une réactivité. Alors on avait la chance d'avoir une directrice qui avait un poste où elle s'affirmait vraiment avec toute l'aisance d'une femme. Voilà, donc c'était intéressant. Je voudrais savoir si c'est comme ça dans toutes les entreprises déjà, ou si ça tend vers ça. Et autre chose, je me posais la question, vous informez, vous formez, je ne sais pas quel terme on utilise, les femmes de la manière dont elles doivent agir. Est-ce que vous faites pareil, peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous faites pareil avec les hommes, la manière dont ils doivent agir, parce que moi je fais dans les deux sens. C'est-à-dire que je travaille toujours avec les jeunes, mais aussi avec les parents et aussi avec les professionnels, parce que quelquefois, c'est bien, j'utilise des guillemets, c'est bien d'éduquer certaines personnes à faire autrement, à changer leur manière d'être. Donc là, entre guillemets, à dire stop, ça suffit. Mais je pense qu'on peut aussi peut-être éduquer les hommes, les entreprises à dire aussi stop, ça suffit, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, c'est une double question peut-être. Sylvie, je te laisse réagir, et on a après 2 questions qui sont en attente. Okay. Alors, pour le changement, comme tout ce qui a trait à l'égalité femmes-hommes, c'est très lent. Alors, c'est vrai que depuis qu'il y a les sanctions à l'encontre des responsables d'entreprise, il y a forcément des entreprises qui bougent plus que d'autres. Après, ça ne veut pas forcément dire que le sujet est vraiment pris dans le bon sens et traité de façon... voilà, ça n'avance pas en fait très vite, ça n'avance pas très bien. Après, ce sont plutôt les grosses structures qui ont tendance à avoir des services RH dédiés, qui ont eu des formations. Mais alors après, pour tout ce qui est le tissu PME, TPE, en fait, là, ils sont complètement désœuvrés par rapport à ça. Donc ça, c'est la première question. Enfin, la première réponse que je peux te donner, c'est que c'est encore très inégalitaire. Et en fait, les syndicats, pareil. Les syndicats, il y a des syndicats qui vont à reculons parce que pour eux, c'est pas une priorité. Et puis, il y a des syndicalistes, en fait, qui ont été formés. Et en fait, on s'aperçoit que c'est plus souvent quand il y a des femmes en fait, dans les syndicats qu'elles vont amener le sujet au cœur donc, des discussions. Donc là aussi, c'est très inégalitaire. Et pour l'autre partie, bien sûr, qu'on s'adresse aux hommes et aux femmes. Quand on parle, en fait, quand on travaille sur l'égalité femmes-hommes, on n'exclut pas les hommes, bien au contraire. Et là où, en fait, on a, nous, essayé donc, de trouver un outil, on va dire, un peu ludique pour traiter un sujet qui est difficile, parce qu'en plus, dans les entreprises, ils ont plutôt tendance à aller à reculons parce qu'ils savent qu'ils ont des cas sous-jacents. Donc, bon.
Et nous, en fait, on intervient, on a créé donc des scénettes avec Delixia Perrine, en fait, qui est assez spécialisée sur les violences, et donc on l'a formée au sexisme et au harcèlement sexuel. On a créé des scénettes, et on va au sein des entreprises, on demande aux entreprises de nous recevoir, et on fait du théâtre forum. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous le principe du théâtre forum. Les jeunes, vous connaissez ? Pas du tout. Donc, le principe du théâtre forum, c'est que ce sont des courtes scénettes qui sont jouées par donc, des comédiens, notamment des comédiens qui sont donc de l'impro. Et il y a ce qu'on appelle un joker, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va faire le lien entre les comédiens et la scène. Donc, on joue une première fois, donc, enfin, les comédiens et les spectateurs. On joue une première fois une scénette. Et ensuite, donc, les spectateurs regardent. Et on rejoue une deuxième fois. Et là, le joker dit à tout moment, vous pouvez dire stop. Le principe étant qu'il faut se mettre à la place de la victime. Si on a une solution, on monte en fait sur la scène et on va jouer sa solution. Et comme en fait les acteurs qui sont en face sont rompus à l'impro, ils vont bien sûr en fait jouer vraiment des choses réelles. Et c'est-à-dire que ça permet aux gens de s'apercevoir qu'il ne suffit pas de dire yaka, faut que. Quand on est dans la situation, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc les hommes peuvent en effet monter pour prendre la place d'une femme, mais on a aussi une scénette où on a de la discrimination et du sexisme vis-à-vis d'un homme qui a décidé donc de travailler, de prendre du temps parce qu'il vient d'être papa. Donc il a décidé de ne pas travailler le mercredi, il a pris un congé parentalité, et donc du coup, en fait, il y a une répression de la part de sa direction qui n'apprécie pas. Voilà. Merci. On va prendre les deux questions. Alors, 3 maintenant. Nous avons plusieurs questions. Donc tout d'abord, Oumi qui nous dit partout il y a du sexisme. Alors comment peut-on faire évoluer les esprits s'il y a des rayons garçons, filles pour les jouets ou dès la naissance on catégorise? Alors oui, ça c'est en effet les stéréotypes. Alors ce que je voudrais dire, c'est que si on veut que ça change, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler avec les jeunes avant qu'ils soient parents, pour les sensibiliser à l'impact en fait de l'éducation différenciée, et le fait qu'il faut arrêter en tant que parents de surprotéger les filles, parce que quand on entend dire que les filles sont fragiles et que les garçons sont forts, moi je n'hésite pas à utiliser le mot, les parents inconsciemment bien évidemment, parce qu'ils sont aussi atteints par les stéréotypes et les modèles sociétaux, les parents fabriquent la fragilité des filles, les parents fabriquent la docilité des filles. Et à l'inverse, en fait, ils fabriquent, je dirais, la domination de leurs garçons. Donc, à un moment donné, il faut expliquer ça aux parents, aux futurs parents, en leur disant, si vous voulez que votre fille et votre garçon vivent dans un monde égalitaire, soyez attentifs, dès le plus jeune âge, à ne pas différencier l'éducation qu'on leur donne. Aujourd'hui, on sait que quand les parents, tout simplement, le truc le plus bête, en fait, c'est de se dire, je veux absolument connaître le sexe de mon enfant avant qu'il naisse, pour préparer sa venue. Ça veut dire que, dans ma tête, déjà, le petit être n'est pas encore arrivé, que j'ai une éducation différenciée si c'est une fille, si c'est un garçon. Donc voilà, c'est tout bête, c'est ça. Normalement, il ne faudrait pas chercher à connaître le sexe de son enfant en se disant j'attends de voir ce qui va venir et puis je vais apprendre à découvrir ce petit être pour savoir s'il est fragile, si elle est forte, etc. et lui donner en fait le champ des possibles. Mais aujourd'hui, on met les filles dans des cases et les garçons dans d'autres cases et donc il faut arrêter ce processus. Il y a donc un sociologue qui explique très bien comment on éduque les filles et les garçons à La Réunion et donc en France. Il explique qu'on est encore dans une société où on a tendance en tant que parents à éduquer les garçons dans l'égocentrisme légitime et les filles dans l'empathie obligatoire. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Alors nous avons d'autres questions. Lorraine J qui demande qu'est-ce qu'une personne QIA et non binaire? Alors, QIA, c'est accroché? Oui, ce sont des lettres majuscules, je pense. Ah, ok. Alors, en fait, j'ai essayé de l'expliquer avec mes termes parce que généralement, je triche. J'ai un tableau devant moi. Donc, c'est plus facile parce que ce n'est pas des termes que j'utilise tout le temps. Donc, Q, c'est pour cuire. Donc, il y en a qui vont peut-être m'arrêter. C'est pas un terme que j'utilise tout le temps. Cuire, en fait, c'est une personne qui ne se représente pas dans un sexe défini
et qui n'a pas de souhait de partenaire avec un sexe défini. Je pense que c'est ça, voilà. J'ai pas de bêtises. Voilà, il sait que vraiment c'est questionne. La personne est en questionnement et elle ne souhaite pas se définir ni dans un genre, parce que effectivement faire la différence aussi entre sexe et genre, c'est important. Je te laisse. Tout à fait. Donc, effectivement, le sexe, c'est le sexe avec lequel on est né à la naissance et qu'on souhaite changer ou pas via une opération. Et le genre, c'est le genre... alors, on est avec un sexe, on peut donc naître avec un sexe féminin. Par contre, se genrer au masculin, c'est-à-dire s'identifier comme un homme. Voilà, c'est pour utiliser les termes de la langue française. Donc, au genre masculin. Donc ça, c'est pour le queer. J'en ai jamais encore rencontré qui se catégorisent comme queer, mais voilà, ça va peut-être venir par la suite. Après, on a le I, c'est ça. Donc le I, c'est pour alors, c'est pour l'intersexe, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pareil, c'est un terme que j'utilise pas souvent. Et là, c'est vrai que je vais demander un coup de main parce que l'intersexe, je dis pas... Alors, attendez, que je me trompe pas. Ce sont des personnes nées... Alors, c'est ceux qui sont nés avec... je suis un peu perdu, deux sexes. Hein, c'est ça. Voilà, à force de le faire avec le rétroprojecteur, je m'excuse, mais ça m'arrive souvent. Donc, une personne née avec deux sexes, c'est pareil. Je n'ai qu'un exemple d'une personne qui est née donc avec un micro-pénis et un micro-vagin. Alors, j'en ai pas encore, tout du moins j'en ai pas encore discuté avec des jeunes. Donc, je pense que c'est assez rare, mais après, j'ai pas cherché honnêtement. C'était quoi l'autre Le A. Le A, donc pour asexué, donc une personne qui n'a pas de relation sexuelle ni avec un homme ni avec une femme. Et je crois qu'il y en avait encore un. Et puis, il voulait savoir également qu'est-ce qu'une personne non binaire. Une personne non binaire. Alors, je vais donner un exemple, ça va être plus simple. C'est pas... Ah, on va être un peu comme dans le queer. C'est là où c'est un peu compliqué. Une personne non binaire, c'est une personne qui ne se définit pas ni sexuellement ni avec le genre. Mais par contre, effectivement, c'est là où c'est compliqué. On en discutait tout à l'heure. C'est d'accueillir une personne non binaire parce que c'est là où il faut poser un cadre. Parce que même si on se dit non binaire, il faut bien que nous, professionnels ou même tout simplement l'ami ou les parents, on sache genrer la personne, c'est-à-dire utiliser le masculin ou le féminin. Donc forcément, il y a des personnes donc, qui vont demander à ce qu'on utilise alors que j'utilise les bons termes, mais en gros qu'on utilise le double terme, c'est-à-dire utiliser le yel. Voilà, je suis moi-même pas très à l'aise avec ça, hein, je le cache pas parce que c'était pas mon travail à la base et que je ne suis pas voilà. Je vais laisser parler. Oui, c'est vrai que le YEL a peine à arriver en France. C'est vrai que pour préciser sur le genre, c'est ce qu'on va attendre quand on se définit comme femme, c'est ce qu'on va attendre d'une femme dans notre société. La femme, elle va avoir les cheveux longs, elle peut mettre des jupes, elle peut, je sais pas quoi, tout ce qu'on va, quand on va vous dire le mot femme, qu'est-ce que vous imaginez dans votre tête pour une femme. Et pour un homme, c'est pareil. Et c'est vrai que tous ces questionnements mettent en exergue que c'est pas parce qu'on a un sexe masculin ou féminin qu'on doit se catégoriser dans un genre particulier. Et le non-binaire, c'est ça. C'est de dire que moi, quel que soit mon sexe, j'ai peut-être pas envie de me catégoriser ni dans la catégorie femme, ni dans la catégorie homme, mais dans une catégorie haute que j'aurais envie d'inventer parce que tout me plaît. J'ai autant envie d'aimer les motos, d'avoir des gros biscottos, mais de mettre ma jupe le samedi soir. Je suis dans le gros cliché, c'est juste pour vous faire comprendre la réflexion qu'il y a derrière ça. Et tout ça, ce sont des nouveaux questionnements. C'est aussi pour ça que nous, les associations, nous, les professionnels du social, on tâtonne aussi un peu pour en parler parce que c'est des questions qui sont nouveaux, qui continuent encore d'avancer. Et qui peinent à arriver en France parce que notre langue française est très genrée. Peut-être qu'après, Sylvie en parlera. Est très, très genrée. D'ailleurs, nous, dans notre langue française, on dit que le masculin l'emportera toujours sur le féminin. Je vous laisse méditer là-dessus et de voir qu'est-ce que ça peut faire de notre société. Et il y a plein d'autres pays, dans plein d'autres langues, où eux, depuis très longtemps, ils ont intégré un YEL
par le HIT ou par d'autres noms, qui fait que ce non-binaire, ce non-genré existe dans plein de pays et est reconnu dans l'état civil. Ça, nous, en France, c'est un combat mené par des associations militantes pour protéger aussi le droit de ces personnes-là, montrer qu'elles existent et qu'elles ont le droit d'être respectées dans leur choix. Mais ça peine à arriver encore. C'est en cours. Ça avance. Ah oui, On prend la troisième question. Alors, nous avons une question de Marjorie qui dit vous avez parlé d'accompagnement des familles. Comment aidez-vous les familles par rapport à l'homophobie ? Alors, comment on aide les familles, comment on répond à leurs questions ? Alors, sur le plan physique, on les reçoit. Donc on a un local où on reçoit les familles, ou alors on peut les avoir au téléphone aussi. J'ai des familles qui ne souhaitent pas forcément venir parce que il y a toujours pareil, hein, il faut faire le pas d'aller vers nous, hein, de rentrer dans notre local, même si il est facile d'accès et qu'il y a une multitude d'associations au niveau de notre local. Donc il n'y a pas forcément de jugement à venir chez nous, hein, même si quelquefois les gens peuvent le penser. Donc les familles, on les accueille soit en physique, soit au téléphone. Et puis après, comment on les aide, comment on les accompagne, c'était aide, c'est ça ? Alors, c'était les accompagner. Les accompagner, pardon. Donc on les accompagne surtout en répondant à leurs questions, en répondant à leurs peut-être des angoisses, et puis aussi en les aidant à comprendre que c'est naturel, parce que quelquefois ils se demandent qu'est-ce que j'ai fait alors qu'ils n'ont rien fait du tout du moins si, ils ont juste élevé un enfant à devenir un homme ou une femme. On va parler des termes utilisés dans le dictionnaire. Mais voilà, après, c'est surtout ça qui revient assez souvent, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors que c'est pas ça du tout, c'est comment je fais maintenant pour accueillir le propos, pour accueillir peut-être le nouvel enfant qu'ils vont avoir en face d'eux, parce que eux ils découvrent vraiment quelquefois c'est une nouveauté, hein, c'est vraiment peut-être une renaissance, hein. J'ai une maman qui m'a dit un jour j'ai un garçon, mais avant j'avais une fille, hein. Voilà, pour utiliser toujours pareil ces termes. Moi, je suis un peu anti-terme, hein. Pour moi, les gens, ils arrivent vers nous, peu importe leur sexualité, on va travailler sur la problématique qu'ils ont. Alors forcément, c'est une problématique sexuelle vis-à-vis des familles, mais c'est pas ça qui va jouer en priorité. C'est vraiment l'humain, la personne dans son être, quoi. Voilà. Donc, et les familles, c'est comme ça qu'on les aide. Alors après, j'ai des gens qui vont être agressifs, hein. On nous a nommés comme secte. Là, c'est compliqué parce que alors moi, je fais pas de militantisme, je ne vais jamais me mettre en colère ou sauf s'il peut y avoir une agression vis-à-vis d'un jeune. Mais sinon, mon but c'est pas de rentrer en conflit avec la personne, hein. C'est vraiment d'essayer de les raisonner si jamais ils sont en colère ou si jamais ils ont des propos homophobes. Et je vais même leur rappeler la loi si jamais ça va trop loin. Voilà. Et nous, au planning familial, moi, je fais des interventions avec des groupes de dames dans des associations. C'est des dames qui viennent pour des activités dans des associations où je fais de la sensibilisation autour de ces thématiques-là. Ça m'est arrivé de faire par rapport à ces discriminations-là, où il y a eu le témoignage d'une maman qui a fait que son témoignage a fait changer les regards et la réflexion dans le groupe par rapport à son vécu et à comment elle, avec son enfant, et comment elle a aussi mis en œuvre pour mettre sa famille de côté, parce que c'était sa famille qui excluait son enfant, qui n'acceptait pas son enfant. Et elle a accompagné son Yel, je dirais. Voilà, elle a accompagné son Yel. Et elle a bien sûr témoigné dans le groupe, ce qui fait que ça a amené une réflexion. Et voilà comment on sensibilise autour de ce thème. Mike, Benjamin, est-ce que vous voulez réagir sur tout ce qui vient d'être dit, ou est-ce que vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez aborder ? Alors, oui, effectivement, une petite question. Alors, chez les jeunes, par exemple, un jeune qui est victime d'homophobie,
C'est quoi les solutions pour lui redonner confiance en lui? La solution miracle, ça n'existe pas. Il la trouvera en lui ou elle la trouvera en elle ou en elle. La solution pour avoir confiance en soi, c'est juste d'avancer, c'est-à-dire c'est juste, alors ça dépend où ils en sont les jeunes, hein. S'il y a vraiment eu un choc psychologique, c'est un travail avec un professionnel de santé. Et puis s'il y a juste, c'est pas ce qu'il faut dire, mais si c'est lié, la problématique est liée avec la famille, eh bien c'est peut-être amener le jeune à créer sa propre famille. Et à faire avancer vers... alors, ce que je rencontre assez fréquemment chez les jeunes, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Et en fin de compte, une fois que cette question-là, elle est enlevée, une fois que c'est pas qu'est-ce que j'ai fait, mais où je vais dans ce qui s'est passé là, où est-ce que je vais la solution, elle est trouvée, quoi, une fois qu'on sait où on va. Alors, avec les jeunes aussi, on essaie de les ouvrir à autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la famille. La famille, c'est chouette, c'est important, c'est ce qui nous construit, c'est nos piliers. Mais il n'y a pas que la famille, il y a tout ce qui va autour. Il y a l'artistique, il y a le sportif, il y a les sorties culturelles, enfin tout ça on a l'air de le mettre de côté, mais c'est très important, c'est-à-dire que vous vous construisez avec ce qu'il y a autour de vous, vous vous construisez avec votre environnement naturel, culturel, vraiment ça c'est ce qui fait que le jeune il avance. C'est mon avis, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont avancer différemment, mais voilà, le côté médical important. Et puis tout ce qui englobe le jeune dans sa globalité. Il y a aussi une chose que je dis souvent aux jeunes, c'est parce que souvent ils ont leur famille en ligne qui essaye soit de les raisonner, soit de les faire revenir en leur disant viens, on va te soigner. J'ai souvent entendu ça, on va te soigner. Donc, je dis souvent aux jeunes, est-ce que tu as envie de couper les ponts avec tes parents? Est-ce que tu les trouves toxiques? Est-ce qu'ils te font mal? Est-ce que c'est compliqué? Et souvent, le jeune ne sait pas répondre à ça. Je dis juste, alors, je te propose une chose. Dis à tes parents ce que tu as sur le cœur, là, à l'instant T, commence par ça. C'est-à-dire, commence par dire à tes parents, si ce que tu as envie de leur dire, c'est « je t'aime », commence par leur dire « je t'aime ». Tu vas déjà, toi, avancer vis-à-vis de ça parce que tu auras dit ce que tu pensais. Et après, tu t'affirmes, parce qu'après tout, tout le monde peut s'affirmer, hein, tu t'affirmes. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez. Je vais vous laisser le temps, on va se laisser le temps et on en rediscutera plus tard. Voilà. Mais toujours commencer par du positif et après dire non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et généralement, là, les jeunes qu'on suit, voilà, ça va. Ça va. Alors oui, effectivement, j'avais une question justement à vous poser. Est-ce que une personne LGBT, bon là, il y a encore d'autres termes que je ne peux pas citer, est-ce qu'il y a une égalité si elle va à un entretien d'embauche, par exemple, chez un patron? Est-ce que ça va pas justement influencer le choix du patron sur l'orientation sexuelle ou de la personne? Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, ça va influencer, en effet, parce que les stéréotypes sont présents, donc pour les femmes, pour les hommes, mais aussi pour toutes les personnes qu'on n'arrive pas à mettre dans des cases. En fait, la différence, elle est difficilement acceptable. Et on sait qu'il y a un processus psychologique qui fait que quand on a en fait un stéréotype en tête, celui-ci va se transformer en préjugé qui va amener à une discrimination. Donc, c'est-à-dire, je vais te faire une simulation d'embauche, par exemple. Par rapport à une femme, en fait, je suis donc un chef d'entreprise. J'ai en tête que toutes les femmes en fait, qui ont entre 28 et 32 ans, si elles n'ont pas d'enfants, elles vont en faire très rapidement. Okay, donc, j'ai un entretien d'embauche, je choisis donc une femme, un homme. Et puis, bon, là, je reçois la jeune femme qui répond en tout point à mes critères, sauf qu'elle a 28 ans, elle n'a pas d'enfant. Donc, mon stéréotype va faire que pendant tout l'entretien, je vais me dire... C'est vrai, c'est bien, elle est super, mais bon, elle va me faire un gamin d'ici 2 ou 3 ans, quoi. Donc ça va désorganiser le service, etc. Je reçois le jeune homme, et puis il se trouve que le jeune homme aussi correspond en tout point aux critères voulus. Et bien en fait, je vais finalement faire une discrimination, puisque je vais choisir le garçon
Parce que lui, en effet, on part encore du principe que c'est un papa et que les papas, ça ne s'arrête pas de travailler quand ils ont des enfants. Donc voilà, et forcément aussi, si en fait le chef d'entreprise a des préjugés, enfin des stéréotypes en tête sur les personnes, en effet, qui ont une orientation sexuelle différente, forcément, si tu veux, ça va devenir un préjugé qui va finir par faire une discrimination. Ça répond à ta question ? Ok. On va prendre les questions et après on complétera si besoin. Alors, nous avons une collégienne de 3e qui s'interroge sur son expérience. Donc, elle nous dit « J'ai voulu aller, après la 3e, en mécanique auto. Les profs étaient réticents. Et à la recherche du stage employeur, j'ai été refusée. Donc, j'ai abandonné mon projet. Qu'en pensez-vous » Ben oui, que c'est inacceptable. Donc, Chance Égale travaille aussi sur ce volet-là, puisqu'on travaille sur l'égalité professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur la mixité professionnelle. Et on entend encore trop souvent ce type de discours, c'est-à-dire des jeunes filles ou des jeunes garçons qui veulent aller dans des voies où ils sont minoritaires et ils vont avoir sur leur chemin des tas de gens qui vont les dissuader dans cette voie, les dissuader d'aller dans cette voie. Donc ça peut être en effet un conseiller d'orientation, ça peut être même les parents, souvent c'est les parents qui ont des peurs irrationnelles vis-à-vis du fait que la fille va être noyée dans un milieu d'hommes ou inversement. Et donc, oui, c'est malheureusement encore trop fréquent. Et nous, on initie tous les ans un prix de la mixité qui consiste à valoriser justement des filles et des garçons qui sont dans des filières où ils sont moins de 15%. Et quand on fait la remise du prix, donc en fait, on sélectionne c'est un jury qui sélectionne entre 10 et 15 candidates. En fait, on leur donne la parole en leur demandant d'expliquer un peu leur parcours. Et tous autant qu'ils sont, ils nous racontent ce parcours du combattant qui fait qu'ils sont d'autant plus méritants d'en être là où ils sont. Et ça, c'est vraiment, en effet, les stéréotypes, les préjugés qui vont pousser des gens à dire non, t'as rien à faire là parce que t'es une femme, là, t'as rien à faire là parce que t'es un homme. Donc, on a des garçons qui ont du mal à aller vers le secteur de la petite enfance parce qu'on leur dit que non, c'est pas pour les hommes, les filles dans la mécanique, mais il y a plein d'autres exemples et c'est malheureusement encore beaucoup trop fréquent. Et là aussi, on essaie, normalement, les personnels de l'enseignement devraient avoir des formations aux stéréotypes et à l'égalité filles-garçons, mais ça n'est pas rendu obligatoire, ça n'est pas fait à La Réunion, ce qui fait que quand on a des préjugés et des stéréotypes en tête, eh bien, en fait, ça va se répercuter dans notre activité professionnelle. Si on n'est pas neutre, on dit toujours qu'il faut faire un travail sur la laïcité et qu'on ne doit pas en fait, faire passer ses convictions personnelles auprès des jeunes. Eh bien, ça devrait être exactement la même chose, en effet, pour les stéréotypes qu'on a. C'est pas parce qu'en fait, on a des préjugés sur les filles et les garçons dans les filières qu'il faut les dissuader d'y aller. Il faut leur laisser faire leur propre choix. Voilà. Autre question ? Nous avons Oumi qui nous demande que pensez-vous de la PMA pour les couples homosexuels ? Et de la GPA également. Alors moi, alors c'est marrant parce qu'il y a 2 mois de ça, je suis intervenue quand la loi est passée pour la PMA. Donc je suis intervenue au niveau d'une radio locale parce qu'on m'a demandé aussi mon avis et je vais le donner aujourd'hui encore. Je pense, je ne devrais même pas donner mon avis là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne devrait même pas en débattre en fait, c'est-à-dire que ça devrait être quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait ouvert, c'est-à-dire que oui, forcément qu'on a le droit de former une famille avec 2 mamans ou 2 papas, du moment que l'enfant il reste aimé. Voilà, c'est ce que j'ai répondu à la radio, c'est ce que je répondrai aujourd'hui. Je vois qu'on n'est pas nombreux à vouloir échanger dessus. Moi, j'aurais envie de dire, mais ça dérange qui ? Plein de monde. Plein de monde. Mais oui, mais plein de monde. Et c'est qui vit avec cet enfant qu'ils ont... c'est eux, avec l'enfant. Et bien souvent, on peut voir, l'enfant, lui est bien, lui il est épanoui, c'est les autres, c'est la société. Pourquoi ? Parce que les gens sont ouverts d'esprit. Voilà. L'ouverture d'esprit, elle est compliquée. Mais il dérange qui ? Moi, mais des 6 autres, les... Oh. Donc oui, pour la PMA, le droit pour tous. Et la liberté, nous est bien dans un pays de... Non. Oh. Pour compléter, effectivement, on est qui pour dire toi, tu dois former une famille, mais pas toi, et puis toi, tu peux être parent et pas toi. Après, il y a 2 sujets. PMA, on est sur effectivement
créer un enfant, d'accord, c'est l'aide médicale à procréer, d'accord, mais GPA, c'est un peu différent. Hein. Sur la loi qui est passée en France, on parle bien de PMA, on ne parle pas de GPA. La GPA, c'est la gestation pour autrui, ça veut dire on parle du sujet des mères porteuses. Là, du coup, c'est un sujet un peu différent parce qu'il y a deux sujets. Il y a le fait d'être parent, mais il y a aussi le fait de la mère porteuse de vendre un bébé. D'accord, qu'on aurait fait pour quelqu'un d'autre. Là, on ne va pas se lancer sur ce débat-là, mais c'est un peu différent. Mais en tout cas, autant que pour le mariage pour tous, on est qui pour dire aux autres s'ils ont le droit ou pas d'être parents? Bah, on n'est personne. La liberté de chacun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, Oumi qui nous demande pourquoi les femmes lesbiennes sont autant associées à la sexualité, au fantasme. Moi, je veux bien, enfin, tout du moins échanger, pas forcément y répondre, mais tout du bien échanger dessus. Effectivement. Alors, ce qui est même aussi intéressant, c'est qu'elles sont beaucoup plus facilement acceptées dans les familles. Parce que on est toujours sur les clichés, ça peut moins se voir. Voilà, ou alors tout du moins, effectivement, je l'ai remarqué aussi, deux hommes qui s'embrassent vont faire tourner un regard, deux femmes qui s'embrassent vont attiser la curiosité. Et peut-être même aussi l'excitation, effectivement. Pourquoi ? Parce que je sais pas, c'est sociétal, hein, c'est sociétal. La femme est un sujet, un sujet qui excite peut-être plus que l'homme. Hein. Voilà, on a plus de calendriers de femmes en sous-vêtements que d'hommes en sous-vêtements. Et encore, ça commence à venir. Voilà, je sais pas si j'ai. Sylvie, tu veux réagir ? Oui, je pense qu'en fait, c'est lié à ça. C'est en fait le côté sexualisé du corps de la femme. On part toujours du principe que le corps de la femme est plus beau que celui de l'homme. Alors que, bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis surtout aussi, le problème, il est que par rapport à la non-acceptation donc, des hommes homosexuels et un petit peu plus accepté pour les femmes, c'est le fait que c'est difficile, en fait, pour les garçons de concevoir un homme homosexuel, c'est quelqu'un qui se rabaisse au niveau d'une femme. Alors qu'une femme homosexuelle, c'est une femme qui s'élève au niveau d'un homme. Et donc, il y a vraiment cette notion de hiérarchie et de domination qui fait que c'est compliqué pour les hommes de se dire « il nous fait honte » parce qu'il adopte en effet des attributs féminins ou des attitudes féminines et que donc c'est avilissant et rabaissant. Donc, ça veut dire aussi que les stéréotypes sont tellement bien ancré dans la tête que tout ça, bien sûr, ça se fait inconsciemment. C'est pas un jugement que je porte en effet sur les filles et les garçons, mais ça veut vraiment dire que les garçons, dans l'éducation qui est la leur, ont compris ou ont intégré que eux, ils étaient en fait les êtres supérieurs, que les femmes étaient inférieures à eux, et que donc un homme qui adopte en fait des codes féminins est un homme qui se dégrade. Voilà. On l'entend avec les propos, hein, femmelette, ce genre de propos-là. On voit bien qu'on rabaisse. Bien sûr. C'est dénigrant, alors que elle, c'est un bonhomme. Ouais. Quand on va parler d'une femme qui peut s'allier au groupe homme, on n'est pas du tout sur les mêmes termes qui vont être différents et surtout plus péjoratifs pour les hommes. Une autre question ? Alors, nous avons le comité jeune de Saint-Louis qui demande... Qui est présent, merci à vous. Tout à fait. Qui demande comment peut-on porter plainte contre les parents qui insultent leur enfant homosexuel ? Alors, oui. Oui, on peut porter plainte. J'ai envie de dire, j'aimerais bien que ça n'arrive pas à là, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il y ait une médiation familiale avant. Ce qui serait vraiment le plus important, mais on n'a pas que des parents bisounours. Hein, et hélas, le parent toxique, ça existe. Donc effectivement, quand les parents... je vais même presque le mettre au même titre que l'inceste. Hein, quand le parent a des propos, des injures, et que c'est insistant, et que c'est des insultes, hein, quand on est sur l'insulte, l'injure. Sur les violences psychologiques. Sur la violence psychologique, oui, il faut porter plainte parce que je pense qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà. Mais il serait mieux que ça n'en arrive pas là, qu'on aille vers la médiation avant. Mais ça, c'est dans un monde, on va dire, de bisounours. Voilà.
Mais effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ne portent jamais plainte, hein, parce que quelquefois, on n'a pas envie non plus de fragiliser ce qui est déjà presque inexistant. Ils n'ont pas forcément envie de casser ce qui est déjà bien abîmé, quoi, hein. Donc, mais oui, effectivement, si les propos sont trop choquants, si les propos sont psychologiquement portent atteinte à la personne, oui, il faut porter plainte si on s'en sent le courage et le besoin aussi, hein, et le besoin. Mais avant, il faut vraiment en discuter, peut-être se retourner vers une des associations ici présentes, hein, pour demander conseil, parce que quelquefois, quand on est jeune, on a tendance à être sanguin aussi. Et puis à dire, attends, tu vas voir, je vais piquer aussi à mon tour. Et ça peut aller loin, parce qu'une plainte, ça reste longtemps, quoi, hein, donc, voilà. On va bientôt devoir clôturer la table ronde. Est-ce que vous souhaiteriez dire un message de prévention, un mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dit, que vous auriez envie de rajouter avant qu'on clôture le sujet? Autant pour vous, mesdames des associations, mais également pour vous, Benjamin et Mike, si on n'a peut-être pas abordé tous là en 40 minutes. Moi, je vais dire oser en parler, oser venir vers nous, oser vous libérer. Voilà, vraiment, c'est tout. Merci. Si vous pourriez préciser le numéro de téléphone pour les partenaires, s'il vous plaît, afin qu'on diffuse. Oui, alors, également comment venir vous rencontrer, comment vous pouvez aider. Alors, donc la Fondation Le Refuge, on est au 357 rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. Et le numéro de téléphone, donc c'est le mien, 06 93 83 12 83. Voilà, et sachez que si vous appelez, ça peut rester confidentiel, et surtout si vous laissez un message et que vous êtes par exemple des jeunes qui habitaient chez les parents, je vous rappelle pas tout de suite pour pas, comme on dit, vous mettre la honte. Voilà. Merci. Alors oui, effectivement, moi j'aimerais rajouter quelque chose. Déjà, je remercie justement aux intervenants d'aujourd'hui. Déjà, grâce à ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Et moi-même, j'ai compris que parfois, j'ai dû dire aussi des choses déplacées. Donc, ce que je demande maintenant aux jeunes d'aujourd'hui et aux adultes, enfin à tout le monde, c'est de surveiller votre langage quand vous discutez avec quelqu'un ou quand vous parlez de quelqu'un, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors déjà, moi, je voulais dire merci pour l'organisation. Hein, donc, c'est fantastique et c'est un sacré travail. Donc, bravo à la mission locale. Et alors, donc, Chance Égale, en fait, nous, on est basé, donc... oui, il est content. Nous sommes basés à Sainte-Clotilde, mais en gros, on n'est pas souvent au bureau parce qu'on n'est que deux, ma collègue et moi, et on intervient sur toute l'île. Mais donc, vous pouvez me joindre. Mon numéro personnel, personnel et associatif, c'est 06 92 97 88 77. Et ce que j'aurais tendance à dire, alors peut-être aussi pour la jeune fille justement qui disait qu'elle avait voulu faire mécanique et on l'avait dissuadée, donc elle a mis fin à son projet. N'hésitez pas en effet quand c'est comme ça à venir vers les associations, on peut vous aider, on peut lever les obstacles, on peut aussi en fait vous donner confiance en vous, vous faire rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que vous, parce que ça je pense que c'est important. Qu'on entende des témoignages similaires pour se dire je ne suis pas toute seule, je ne suis pas tout seul, et donc ça veut dire aussi que je peux le faire. Donc ça, c'est important. Donc ne pas hésiter à venir vers nous. Et pour tout ce qui est lié aux discriminations, en effet, c'est qu'à un moment donné aussi, il y a une personne que peu de personnes connaissent qui s'appelle le défenseur des droits et qui travaille exclusivement sur tout ce qui est les discriminations et qu'on peut saisir quand on a justement un doute ou quand on veut aller vers la solution judiciaire ou voir se faire aider, parce que ce monsieur a énormément de pouvoir. Enfin bon, il n'est pas tout seul, il s'appelle Didier Lefebvre, allez voir, hein, c'est défenseur des droits. Et donc, il est aidé par des assesseurs, mais en fait, il a beaucoup de prérogatives et beaucoup de droits, donc ce qui fait qu'il peut venir enquêter pour en fait faire ressortir la preuve, etc. Donc, il ne faut pas hésiter quand on est victime d'une discrimination. Hein, je crois que maintenant c'est 36, hein, c'était 24 critères de discrimination, mais ils les ont étendus. Donc en fait, dès que vous êtes concerné par une discrimination, n'hésitez pas à le solliciter pour demander à la fois des conseils et pour aller éventuellement vers une procédure judiciaire. Alors, effectivement, franchement, c'était bien. J'ai beaucoup appris. Et en tant que jeune, si je peux donner un conseil aux jeunes, c'est attention au jugement. Voilà.
moi, je voudrais dire aux jeunes, affirmez-vous et soyez acteurs et actrices de votre propre vie. Allez pas faire pour faire plaisir les autres, mais faites d'abord pour les autres. Ça, c'est important. Et puis, je voudrais rappeler le 0800 08 11 11, le numéro vert du planning familial, hein, qui est contraception, IVG, sexualité. Et puis aussi le numéro du planning qui est le 02 62 25 40 15. Merci. Oui, ne restez surtout pas seul face à toutes ces thématiques. Venez demander de l'aide, venez en discuter. C'est vrai qu'avant d'abandonner une filière, c'est quand même vraiment dommage d'entendre ce témoignage-là. On aurait aimé pouvoir être là pour accompagner cette jeune, pour pouvoir la soutenir et surtout après agir, c'est-à-dire pas juste dire on est avec toi, mais surtout trouver un moyen de médiation avec les entreprises qui refusent cette jeune en stage, pouvoir travailler avec les établissements scolaires pour pas qu'elle soit toute seule et qu'elle ne lâche pas, parce que c'est inadmissible aujourd'hui en 2020 d'entendre ce genre de témoignage et on en est vraiment désolé. Mais j'ai aussi envie de dire que sa vie n'est pas terminée et qu'une filière peut toujours être prise si c'est ça son choix, si c'est ça son rêve et qu'elle n'abandonne pas, parce que personne n'a le droit de lui dire ce qu'elle a le droit de faire ou pas dans la vie, et qu'on est là pour vous accompagner. Et surtout en mission locale, c'est nos sujets, hein, l'orientation professionnelle, l'insertion professionnelle, on est là pour vous soutenir sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup à vous pour ce débat, pour cette table ronde. Malheureusement, le temps est passé. On va devoir passer au prochain reportage, puis à la prochaine table ronde. Merci beaucoup encore et bravo à vous. Merci. On peut s'applaudir. Et oui, et autre chose, si vous aimez ce que vous voyez, si vous aimez ce que vous entendez, merci de liker, pouce bleu, tout ça, partager. Je ne suis pas très bonne en réseaux sociaux, ça se voit. Voilà, mais faites ce qu'il faut faire pour dire que vous nous aimez, que vous soutenez l'initiative et d'amener plein de gens à nous regarder. Voilà. Merci beaucoup.